Et bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce numéro d'Avantine. Ça ambiance gueule de bois aujourd'hui, après la défaite 3-1 de l'OGC Nice au Stade Océane. On ne la voyait pas venir, alors bien entendu on s'attend toujours au pire avec ce club, hein. Si vous écoutez cette émission, vous êtes probablement un supporter de longue date et vous savez que la déception n'est jamais loin, mais là, beaucoup de choses ont tout simplement volé en éclats ce samedi soir. Alors on est dimanche matin, on ne sait pas trop pourquoi on s'inflige ça au lieu d'avoir une vie un peu plus saine, mais on va revenir sur cette rencontre-là, l'avant-dernière, avant la trêve. Déjà, voilà, retour au stade mercredi. Je pense qu'on le craint un peu, du coup, après cette contre-performance en Normandie. Ils se sont levés tôt ce matin pour m'accompagner et faire ce débrief, et je les en remercie au moins pour ça, surtout que ce ne sera probablement pas une partie de plaisir. Il y a Alric tout d'abord avec moi. Salut Alric, comment vas-tu ? Salut Sky, salut à tous. Effectivement, gueule de bois, c'est le mot qui convient. Et alors tu disais, on la voyait pas venir cette défaite, je vais spoiler tout de suite. Ici, il y en a un qui la voyait très bien venir et je vais te laisser le présenter. Eh bien, il est avec nous, c'est Jérémy, l'oracle, on va l'appeler dorénavant, de cette émission, qui a des comptes à régler en plus. Enfin, c'est ce qu'il nous a teasé hier soir. On va voir si la nuit a porté conseil ou s'il est toujours bouillant. Salut Jérémy, comment vas-tu ? Salut Sky, salut Eric et salut à tous. Ben ouais, je la voyais un peu venir cette défaite. Hein. Je connais quand même bien mon club. Sous-entendu bon, écoute, que nous non. Il met une super ambiance d'entrée dans l'émission. Ça commence bien, ouais, ça va mal se passer. Je pensais pas que c'est contre nous qu'il avait des trucs à régler en fait. Mais bon. Non, mais sinon ça va. Écoute, hein, heureusement qu'on n'a pas fait l'émission après le match parce que ça faisait longtemps que je m'étais pas énervé comme ça derrière un match. Je m'étais calmé depuis un moment là. Là, l'ancien Jérémy est revenu, donc bon, il y a beaucoup de choses à dire, je pense, sur ce match. Jérémy. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce match, et pas que des bonnes, quoi, mais bon. Ouais, bon, va falloir essayer d'en trouver des bonnes choses à dire sur ce match, hein, mais bon. On a marqué un but, c'est bon. Voilà, Tom Louchet a marqué son premier but en pro. Voilà, c'est bon, voilà. Allez, bonne semaine à tous et à bientôt. Non, bon, allez, on va quand même essayer de parler de cette rencontre, comme je le disais, défaite 3-1 avec ce but à la fin de match anecdotique, bon, sauf pour lui, de Tom Louchet à la 92e minute. Mais avant ça, l'OGC a tout simplement coulé. Il y avait 2-0 à la mi-temps. L'OGC n'est jamais rentré des vestiaires. 3-0, ça aurait pu même être un peu plus grave. Un carton rouge pour Jean-Claire Todibo, sur lequel on reviendra forcément, et ce sera l'objet d'un long débat, et également le débat que vous avez choisi cette semaine sur Instagram, parce que oui, maintenant on vous demande de choisir un des sujets de l'émission sur Instagram entre deux propositions pas du tout orientées. Bon, d'ailleurs, on l'a tellement bien orienté que vous avez choisi celui qu'on ne voulait pas aborder, mais c'est pas grave. Et en plus de ça, je trouve que ça colle pas mal à la rencontre d'hier. On va parler un peu de notre attaque, de savoir si c'est un souci tactique ou un simple manque de talent. Et je pense que voilà, il y a des choses à dire là-dessus. Mais avant de parler de la fin de notre émission, parlons du match, messieurs. Défaite 3-1 au Stade Océane, l'OGC qui, si on regarde les statistiques, a quand même relativement dominé son sujet. Encore 13 tirs. On sait qu'on est sur une moyenne de 12 ou 15 là sur ces dernières rencontres, 62% de possession de balles, 2 fois plus de passes réussies que son adversaire, et pourtant il n'y a jamais eu match, hein, vraiment. Dès cette 6e minute et l'ouverture du score à Vraise, on a senti que l'OGC n'était tout simplement pas dans son sujet. Alors, avant de chercher un peu les raisons, d'essayer de décortiquer, de dire nous depuis notre canapé ce qu'on a pu voir. Eh ben, je sais pas, petite prise de température, votre mood ce matin. On a dit, gueule de bois, très clairement, mais comment expliquer que d'une défaite, on va dire, à Nantes, qui était peut-être pas méritée, un match à Montpellier où on a un peu chatté avec les deux poteaux trouvés par notre adversaire. Là, vraiment, il y a pas, je me répète, hein, mais il y a pas eu match, tout simplement. Et en fait, l'OGC j'ai l'impression, en tout cas, à aucun moment était dans le coup, et a fait une magnifique journée porte ouverte aux attaquants à vrai. Bah voilà, t'as tout dit, c'est un non-match. Alors c'est paradoxal de dire qu'on a fait un non-match parce qu'on a tiré 13 fois au but, mais les occasions qu'on a eues, elles ont jamais été si nettes que ça. J'ai pas souvenir que le gardien Desmas du Havre a été mis en danger plus que ça, hormis sur le but de Tom Louchet. Donc un vrai non-match, comme ça peut arriver dans une saison, et c'est important quand même de le dire parce que très vite, sous l'effet de la passion, on peut avoir tendance à
à céder au fatalisme. C'est absolument pas mon cas aujourd'hui. Mais par contre, il faut reconnaître ce qui est vrai, c'est que tu es totalement passé à côté de ton sujet. C'est la deuxième fois que tu es mené au score. C'est la deuxième fois que tu t'inclines. Là, en plus, ça dans fait les quand même... grandes largeurs, là en plus quand même. Hein. Ouais, dans les grandes largeurs. Et puis en plus, là, ça fait quand même 5 buts en 3 matchs que tu encaisses pour la meilleure défense du championnat et qui était, il n'y a pas si longtemps que ça, la meilleure défense d'Europe. Ça commence à faire beaucoup. Alors, c'est vrai que ces dernières semaines, avec tous ces reportages, toutes ces statistiques records, tout ça, ça a peut-être fait peut-être du mal à l'équipe. J'ai du mal à le croire, mais bon, soyons peut-être objectifs, il a peut-être fait du mal à l'équipe. Et le retour à la réalité fait que aujourd'hui, tu prends beaucoup de buts, tu en marques toujours aussi peu. Et je pense qu'il va falloir que la trêve arrive vite, que Francesco Farioli trouve des solutions et qu'on essaie de limiter les dégâts contre Lens aujourd'hui, ouais. Ouais, je pense que vous avez à peu près tout dit. Hein. Ce qui s'est passé hier, c'est qu'on a été plutôt dans le contenu qu'on fait depuis quelques matchs, mis à part le match contre Reims, qui est à mon sens un des meilleurs de la saison. Mais hier, on a un peu retrouvé dans le contenu ce qu'on avait fait sur les matchs d'avant. Sauf que là, on a perdu notre solidité défensive. Enfin, franchement, hier, la défense, c'était quand même assez hallucinant sur le premier but et sur l'action qui mène au penalty. Je comprends pas comment c'est possible. Il y a que Todibo qui défend sur la première action, bon, qui est certes tout le temps en retard, mais au moins il défend, parce qu'avoir les autres, il s'est passé regarder... 2 ou 3 fois quand même, hein, même en essayant de défendre. Ouais, mais enfin, les autres regardent l'action, j'ai pas compris ce qui s'est passé, et en plus Boulka fait une énorme erreur de... Je comprends pas cette erreur d'ailleurs. Il y a un rebond juste devant lui, hein, à sa ouais, décharge. Non, mais bon, non, pour moi, il n'y a pas de circonstances atténuantes sur ce coup-là. Alors, je lui en veux pas parce qu'il nous a sauvé plein de points, mais sur cette erreur-là, c'est quand même pas possible de faire quelque chose comme ça. Fait la même, on le fracasse, hein, très clairement. Donc, oui, j'en suis témoin. Oui. Voilà. Ouais. Soyons honnêtes, comme le dit Jérémy, ça ne remet pas en cause tout ce qu'a fait Marcel Boulka depuis son arrivée à l'OGC. C'est plus particulièrement cette saison. Un non-match, vous le dites, voilà, une absence, des absences défensives assez incompréhensibles. On sent de toute façon que cette défense n'est plus aussi sereine et imperméable qu'elle a pu l'être sur les premiers mois de l'année. Alors bon, c'est assez étonnant parce qu'il n'y a pas eu a priori de changement, il n'y a pas eu de changement d'homme ni rien. Est-ce que c'est, comme vous le disiez, psychologiquement, une fois que le record est passé, une fois que voilà, il y a eu la première brèche qui s'est ouverte, parce que du coup, telle une bouteille de ketchup, il y a tout qui vient d'un coup. Peut-être parce que quand on regarde un peu la composition d'équipe, comme je le disais, le quatuor défensif, hein, Lotomba, Todibo, Dante, Barre, on a l'habitude de le voir et c'est probablement ce qu'on peut aujourd'hui aligner de mieux. Au milieu de terrain, on avait récupéré Youssouf, on a réinstallé Hicham Boudaoui. Ce n'était pas certes Morgan Sanson, mais Pablo Rosario qui était au milieu de terrain. Donc a priori quand même des profils plutôt défensifs, en tout cas sur lesquels on a pu compter défensivement par le passé. Et j'y viendrai ensuite un trio offensif, Laborde-Guessant, Boga en l'absence de Terem Bofi pour blessure. Messieurs, je sais pas trop par quoi vous voulez commencer. On va pas se mentir, hein, entre le fait que ce soit pour nous tôt dimanche matin et le résultat du match et probablement pour nos auditeurs et nos auditrices. Alors si vous m'entendez dire ça, si vous faites partie des courageux qui écoutent l'émission, mais bon, je pense très clairement que la plupart ne voudront surtout pas revenir sur ce match et se projeter rapidement. Et on les comprend, hein. Voilà, et on les comprend tout à fait. On les comprend. Nous, on essaye d'assurer une certaine stabilité, de pas choisir nos émissions. Mais bon, peut-être que pour ça là, on ne poussera pas très loin et on essaiera de passer par-dessus le plus rapidement possible. Mais au final, par rapport aux forces en présence, la composition, c'est probablement la meilleure. Il y a petite discussion sur la question de Morgan Sanson, mais bon, qui était touché et qui devait être préservé pour mercredi. Je vais pas me répéter toute l'émission en vous demandant comment expliquer cette débâcle, parce que je pense nous n'avons pas l'explication et on espère que le staff va rapidement la trouver. Mais par rapport à la composition d'équipe, est-ce qu'il y a pour vous quelque chose à dire? Moi, j'aurais bien 2 petits trucs dont je souhaiterais parler, mais bon, habitué des monologues, je vais quand même vous laisser la parole en premier là-dessus. Moi, j'aurais peut-être vu Alexis Claude Maurice sur ce match-là. Parce qu'en fait, quand il rentre dans un traquenard. Je crois que t'es déjà mené 3-0 quand il rentre, si je dis pas bêtise.
Donc l'intérêt, il est quasi nul à ce moment-là. Le match est déjà plié. Donc j'aurais bien aimé voir Alexis Claude Maurice parce qu'en plus il y aura des suspendus prochainement. Il y a beaucoup de blessés. C'est intéressant de faire tourner, notamment qu'avec la CAN qui va arriver, pardon, il va certainement avoir un peu plus de temps de jeu. Il va falloir qu'il gratte quelques minutes. Et puis une nouvelle fois, même si ça avait fonctionné contre Reims et que c'est plutôt intéressant, une nouvelle fois j'ai l'impression de voir Rosario en position de 10. Alors je sais que le garçon est très polyvalent, mais là je comprends pas en fait ce que Francesco Farioli lui demande sur ce match-là. Donc c'est très curieux. Après le reste des joueurs alignés, compte tenu des blessures, des suspensions, tout ça, tu peux pas faire beaucoup mieux. Donc, et c'est quand même une équipe qui doit être capable contre un promu, qui plus est Le Havre, qui a l'habitude en plus de nous mettre des raclés, quelles que soient les époques chez eux. Tu dois au moins ramener un point. Et là, très clairement, il y a eu une faillite collective. D'un point de vue de la composition, j'ai pas grand chose à rajouter. J'aurais préféré voir Alexis Claude Maurice à la place de Rosario dans un poste de numéro 10, mais au-delà de ça, je pense que le choix des hommes, il est déjà par défaut, et puis en plus, il est pas mauvais en soi, quoi. Jérémy, Pablo Rosario, quasiment numéro 10. Hein, c'est vrai que notamment en deuxième période, c'est peut-être le Niçois qui s'est montré le plus dangereux, le plus présent dans la surface, hein, de manière assez étonnante. Voilà, ton avis là-dessus, hein, sur ce qu'a évoqué Alric, effectivement, c'était une des choses dont je voulais parler. Et plus largement, après, sur la composition d'équipe, bien sûr, c'est facile pour nous de le lire de manière rétrospective le lendemain et avec le résultat. Mais clairement, avant le match, on pouvait difficilement imaginer. Après, il y a des sensibilités, des préférences. Et, pourquoi pas Claude Maurice a un poste un peu plus naturel pour lui que Pablo Rosario. Mais globalement, pas grand-chose de plus à dire sur cette composition d'équipe. Déjà, la première chose, c'est qu'on a beaucoup trop d'absents. Et ça, c'est encore une fois une donnée qui va nous mettre en difficulté cette saison. Mais de toute façon, ça devient une habitude, hein. On a tout le temps des blessés et c'est tout le temps tout le monde au même moment, j'ai l'impression. Donc bon, au début, on s'était dit, bon, ok, il nous manque Sofiane Diop, c'est dommage, mais si c'est le seul absent, ça va. Puis bon, maintenant, Boanani, Thuram, Mofi, Baldé, on verra sa blessure. J'espère que c'est pas trop grave parce qu'il fait quand même une entrée. A priori, non, il aurait annoncé sur Instagram que non, mais. Heureusement, parce que sinon je vois pas qui on mettra sur le banc contre Lens. Mais bon, voilà, déjà on a beaucoup trop d'absents et en plus voilà, on a des joueurs qui ont des petites des petits pépins physiques. Bon, tu parles de Morgan Sanson, je me demande si Jean-Claire Todibo est aussi à 100% en ce moment suite à son retour de blessure. Donc déjà ça c'est la première donnée. Donc bon, le coach fait avec les joueurs qu'il a à disposition. Je suis pas trop d'accord par contre sur la composition du milieu de terrain hier. Je vois pas trop ce que tu cherches à faire avec un milieu de terrain comme celui-là. Qu'est-ce que tu peux faire de mieux? Comme tu l'as dit, Alexis Claude Maurice, je vois pas ce que tu espères en mettant Rosario et Youssouf au milieu de terrain. Alors c'est très bien quand tu veux défendre, quand tu veux faire le jeu, c'est pas possible. En plus, bon, Boudaoui était pas forcément dans un bon match hier, on l'a pas vu, donc du coup t'as un milieu de terrain qui était inexistant. Donc c'est pour ça qu'en transition, notamment sur le deuxième but, et sur le premier aussi, on se fait totalement dépasser. Donc je suis pas trop en accord avec le milieu de terrain. Après en attaque, on n'avait pas trop de choix. Je suis quand même un petit peu. Alors c'est un choix de mettre Guessant en pointe et Laborde à droite. Alors je le comprends parce que Guessant, son jeu de haut but est intéressant. Par contre, j'aurais quand même préféré voir Guessant à droite et Laborde dans l'axe. Guessant qui a montré des choses intéressantes en début de saison sur le côté en plus. Hein, donc... Ouais, voilà, en plus. Donc en plus voilà, Gaëtan Laborde retrouve un peu la confiance avec ses derniers matchs un peu dans l'axe. Donc voilà, je comprends pas trop pourquoi ça a rechangé encore. Après voilà, il n'y avait pas trop de choix non plus. De toute façon, je pense que on va avoir des choix différents contre Lens mercredi parce que je sais pas trop quelle équipe on va pouvoir aligner au vu du nombre d'absents. Vu qu'on aura aussi Jean-Claire Todibo et Youssouf suspendus, je vois pas trop comment on va faire. Donc si on ramène un point, ce sera déjà génial. Mais voilà, en tout cas, je suis pas trop en accord avec surtout le milieu de terrain. Après le reste de l'équipe, c'est au vu des absences, on pouvait pas faire trop autrement. Donc voilà.
Bon, vous avez bien compris hein, que de toute façon, un peu de sinistrose et logique et légitime, hein, mais on se projette déjà sur le match suivant avec un peu de peur et un peu de crainte pour la composition d'équipe. Ça va peut-être faire notre transition un peu sur le premier sujet. Je vous annonce, l'émission sera décousue si vous ne l'avez pas déjà remarqué depuis le début de ce programme. Je voulais parler peut-être de Aliou Baldé qui s'est montré à son avantage, qui malheureusement n'est resté qu'une douzaine de minutes sur le terrain avant de sortir sur blessure. Mais moi, c'est un joueur que je demande à voir quand même davantage depuis de longues semaines maintenant. J'ai beaucoup aimé ce qu'il a montré, hein, c'est-à-dire beaucoup de vitesse, de percussion et une qualité de centre aussi supérieure à la plupart de ses concurrents au poste. Malheureusement, ça n'a pas duré assez longtemps et je pense que le match était déjà fait aussi par ailleurs au vu du score, mais quand tu décides de faire un peu de turnover sur cette rencontre-là, je trouve ça dommage qu'il rentre déjà aussi tard, alors que justement, niveau score, c'est peut-être un peu trop tard pour revenir. Et en plus de ça, voilà, moi, quitte à mettre encore la board à droite, je sais pas, mets un spécialiste du poste qui a besoin qui a besoin de temps de jeu. J'ai du mal à comprendre. Après, je peux comprendre qu'au niveau statut, alors déjà la board qui sort d'un match où il a marqué, et, comme je le disais par son statut, que Guessant soit devant dans la hiérarchie, tout ça, mais putain, faites jouer les joueurs à leur poste, quoi. Enfin, je veux bien qu'on se gargarise qu'un Pablo Rosario soit un véritable couteau suisse et puisse jouer à plein de postes différents avec une certaine réussite en plus ces derniers temps, mais on va pas déborder sur notre... Ça reste du bricolage. Hein. Voilà, ça reste du bricolage, on va pas déborder sur notre débat de fin d'émission, mais peut-être que déjà, si tous les mecs jouaient à leur poste, on aurait un peu plus de chances que les choses se passent à l'endroit. Mais bon, bref, voilà, ça c'est une question de préférence, et bon, Aliou Baldé, on l'a encore peut-être trop peu vu pour se faire un avis définitif et pour qu'il prenne la place d'un titulaire, même dans un match au Havre où on commencerait par tourner. Je vous propose de passer la compo, de l'évacuer, même si, comme vous l'avez dit, je pense que ça explique peut-être une petite partie de la débâcle, mais pas la totalité non plus. Je sais pas trop, messieurs, ce dont vous voulez parler. Je vous avoue qu'au moment de faire le programme de cette émission, je me suis un peu dit, putain, sortie des faits de jeu, ça va être un peu compliqué de trouver quoi analyser de ce néant, tout simplement. Hein. Je pense qu'il n'y a pas d'autres mots là-dessus, peut-être. Parler des entrants aussi, des autres entrants en tout cas. Moi, ce qui m'a un peu... alors, Alric le disait, tu rentres dans un traquenard, c'est un peu compliqué de performer, de sauver l'équipe d'un naufrage à toi tout seul. Mais bon, j'ai trouvé que Morgan Sanson, qu'on a peu vu, mais admettons qu'il était touché, Romain Perrault se pose vraiment la question je pense, de son avenir à l'OGC 10, tellement il l'utilise peu et il peine à montrer ce qu'il va pouvoir nous apporter sur le long terme. Avec Claude Maurice, on en a dit quelques mots, on peut revenir. Il y a guère que Aliou Baldé qui s'est fait vite blesser, et Tom Louchet. Est-ce que pour vous, il y a match entre, je sais pas, Tom Louchet, Jordan Lotomba, enfin sur ce côté droit plus globalement, où on cherche encore des certitudes, que ce soit au poste de latéral ou d'ailier. Voilà, il marque un but peu académique à la fois. Et je pense que c'est tout ce qu'il y a à retenir de ce but-là. C'est au moment où il y avait de la présence dans la surface. Donc, comme quoi, c'est un peu plus facile, même si là, on a quand même littéralement cherché à rentrer avec le ballon dans les buts. Le truc, c'est que, on va parler de manière factuelle, il rentre, il marque, donc il fait ce que nos attaquants n'ont pas réussi à faire et ne réussissent pas à faire très régulièrement. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, si je dis pas de bêtises, il y a une toute dernière action où il me semble que c'est lui qui fait un centre côté droit pour Rosario, qui va tamponner le gardien Havrais, mais juste après l'arbitre siffle. Donc j'ai pas de souvenir exact, mais il me semble que c'est lui. Je le trouve plutôt intéressant. Il a quoi, 18 ans, il est tout jeune, il rentre dans un match qui est déjà plié, il arrive à marquer son petit but, il a un peu d'activité. Enfin, c'est pas à lui que j'en demande le plus, quoi. Donc je pense que c'est même avec Aliou Baldé, je pense que c'est celui qui a eu l'entrée la plus intéressante
Et très clairement, j'ai envie de le voir peut-être contre Lens. Allez, j'allais dire lançons-le, mais ça fait un peu redite. Mais non, mais je pense, il faut essayer de lui en donner un petit peu plus. Alors, il faut pas le brûler parce qu'il est tout jeune, mais voilà, j'ai envie d'en voir un petit peu plus. Qui sait, peut-être il arrivera à donner un peu de concurrence à Jordan Le Tomba qui n'en a plus du tout. Hein. Soyons très, très clairs. Donc, je pense qu'il y a quand même une toute petite satisfaction hier soir, c'est celle-là, oui, c'est Tom Louchet. Ouais, pas grand-chose en plus à dire, je pense, sur les entrants. Ça a été globalement pas génial, mais après, on va pas se mentir, quand tu rentres dans un match et que t'es mené 3-0, 2 ou 3-0, bon, c'est surtout 3-0, c'est quand même compliqué. Donc ouais, moi j'ai bien aimé l'entrée d'Aliou Baldé, je trouve que c'est en accord avec ce qu'on avait déjà vu de sa part sur ses entrées. J'aime bien ce qu'il montre à chaque fois. Il se pose pas de questions, il joue, c'est un ailier quoi, donc il dribble, il arrive à percuter, il fait ce qu'on attend de lui, il apporte du danger dans la surface. Hier, c'est ce qu'il a fait bon rapidement vu qu'il il a pris un gros tacle qui n'a même pas été sanctionné d'un carton jaune, mais on y reviendra. Mais en tout cas, c'était plutôt pas mal comme entrée, et c'est vrai que j'aimerais bien le voir un peu plus souvent parce que je trouve qu'à chaque fois qu'il rentre, c'est plutôt positif. Et je pense que sur les projets offensifs que l'on a, il pourrait quand même nous aider. Quand on voit justement, on a Jérémy Boga qui est à gauche, qui est le seul qui apporte un petit peu de danger en fait sur les derniers matchs. Si on a justement à droite un joueur qui fait un peu la même chose, je pense que ça peut aussi un peu nous aider et apporter un peu de variété dans notre jeu plutôt que juste des latéraux ou des ailiers qui jouent sur leur mauvais pied et qui en fait rentrent à l'intérieur puis font une passe en retrait vers l'arrière. Ça commence à être pénible aussi. Mais c'est un peu les seules choses qu'ils peuvent faire pour le moment. Donc voilà, ce serait bien de le voir un petit peu plus. Je trouve qu'il a un profil qui est vraiment intéressant. C'est un joueur qui a l'air aussi d'avoir une bonne mentalité, qui a l'air d'avoir envie. Donc ce serait bien de le voir jouer, un peu plus souvent. Et bon, Louchet, je suis d'accord. Après, c'est vrai qu'on l'a pas vu beaucoup jouer encore, mais ça a l'air d'être un joueur qui est assez polyvalent et qui a l'air sérieux. Donc pourquoi pas essayer de lui donner sa chance. Et impliqué, notamment à droite impliqué notamment à droite où je trouve que Lotomba aussi sur ces derniers matchs, alors on le voit pas du tout offensivement et en plus défensivement, là où normalement il n'y avait pas grand chose à dire en général. Sa défense sur le premier but, c'est catastrophique. Sur le premier but, même sur le deuxième, bon, je le trouve un petit peu gentil, on va dire, et sur le but contre Reims aussi, il se fait un peu prendre dans son dos. C'est pas la première fois qu'on voit ça commence à faire un peu beaucoup aussi. Donc ce serait pas mal de lui mettre un peu de concurrence, je pense, parce que comme l'a dit Alric, il en a plus vraiment, parce que et Antoine Mendy aussi qui est blessé ou qui revient un peu de blessure, là on sait pas trop. Donc voilà, ces deux entrants ont fait un peu de bien, et c'est vrai que c'est les deux seuls points positifs que je vois du match d'hier soir. Il en fallait trouver un au moins. Maintenant, je vous propose de passer à ce qui a principalement animé la rencontre, à savoir pas mal de faits de jeu et de décisions arbitrales. Alors bon, je vais prendre les précautions habituelles pour pas qu'on nous le reproche. Naturellement, l'arbitrage n'explique en rien la défaite. On ne se cache pas derrière ça. Le match aurait été de toute façon perdu, je pense, quel que soit l'arbitre qu'on aurait pu mettre sur le terrain. Donc voilà, ce n'est absolument ni une excuse, ni une raison qui explique la défaite de l'OGC Nice ce samedi soir au Stade Océane. Mais malgré tout, on va pas se priver d'en parler, parce qu'il y a quand même eu des décisions fortes prises par Monsieur Pignard, sur lesquelles on va revenir et on va débattre. On sera pas nécessairement d'ailleurs tous d'accord, peut-être pour une fois, mais voilà. Je vous propose peut-être de commencer par le penalty du troisième but à Avray, une faute. Alors faute ou pas, ça va être la question déjà, mais penalty provoqué en tout cas selon l'arbitre par Melvin Barr. Voilà, tout simplement, commençons par la question simple, penalty, pas penalty pour vous? Bah écoute, c'est très difficile à dire, parce que depuis quelques semaines, je sais pas ce qui se passe au niveau des images de la VAR. Tu as toujours des plans foireux, des images où tu ne vois rien de ce qui se passe. Et je pense que je suis objectif en disant ça. Ils ont montré 2 fois le même plan. Je ne vois pas le contact, je sais pas ce qu'on regarde. Je sais pas quel endroit on regarde, je sais pas ce qu'on regarde, je sais pas où, je sais pas qui fait quoi.
Je comprends pas. Depuis quelques semaines, on montre des actions, on les montre une fois, on les montre de loin, flou, en noir et blanc et de trois quarts. Je comprends pas ce qui se passe. Ça me fait penser un petit peu, même si ça nous avait été avantageux, à la pseudo-main de Rosario contre Nantes. Oui. T'as une pauvre image de loin, un peu floutée. Ah bon, on sait pas s'il y a main. Bah, évidemment, il n'y a pas de différents angles. Même le spectateur, il est même pas en capacité de se faire son propre avis. Là, quand Melvin Barr, je dis pas qu'il n'y a pas faute. Peut-être qu'il y a faute. Il suffit de pas grand-chose pour déséquilibrer un joueur. Surtout quand il est en pleine action. Mais au moins montrer quelque chose. Je suis incapable de dire s'il y a faute ou pas. Incapable. Alric, incapable de dire s'il y a faute ou pas, parce que les images, c'est vrai, n'aidaient pas vraiment. Et on ne peut pas trop le reprocher à Alric, parce que en écoutant les commentaires de Prime Video, c'était pas non plus très clair pour les commentateurs qui, malgré pour eux, c'est très limite, ils disent. Voilà, ils disent c'est très léger, il n'y a pas grand-chose, on a du mal à voir. Enfin, bon, du coup, effectivement, Jérémy, peut-être un contact dans la course, comme le dit Alric, pas compliqué de déséquilibrer un joueur qui est devant soi. Suffit qu'il y ait un contact du genou, du tibia, et c'est peut-être bien joué par le Havrais, tout simplement. Et ouais, alors déjà sur ce point-là des images, c'est vrai que je me suis aussi fait la réflexion sur d'autres matchs que j'ai vus, notamment le Monaco-Lyon, sur le but de Lyon où on s'est demandé s'il y avait hors-jeu ou pas. C'est vrai qu'en fait on voit qu'une image, on voit même pas les lignes tracées comme ils le font généralement. Et c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on voit pas beaucoup d'images comme ça, et j'espère qu'en tout cas les arbitres ont des images un peu plus claires et d'autres plans que par rapport à nous. Après, je pense que sur le penalty, il y a une petite faute. Donc du coup il y a penalty parce que je pense que, alors c'est dur à dire, mais en fait le problème c'est que Melvin est placé derrière l'attaquant du Havre, et s'il le touche, même si c'est contact et que c'est léger, il y a faute, il y a penalty. Donc à partir de là, en fait moi du peu qu'on a vu, mais en fait dès que j'ai vu Melvin Barr placé comme ça derrière, je me suis dit s'il y a un petit contact et que le Havre tombe, il y aura penalty, c'est sûr. Tu risques de t'emmêler, et puis voilà, je veux dire, dans ces cas-là, il y a toujours eu penalty, donc ça m'a pas plus étonné que ça. Après, j'aurais bien aimé voir d'autres ralentis un peu plus proches s'il y avait vraiment eu un contact ou pas. Donc bon, je pense qu'il y a eu un petit contact, parce que l'arbitre a directement sifflé penalty, et à la VAR, il a checké la VAR, hein. Enfin, ils ont checké à la VAR, voilà. Donc c'est... Je pense qu'ils ont quand même dû voir qu'il y avait un contact, et voilà, à partir du moment où il y a le contact, il y a faute, il y a penalty, donc il y a pas... Enfin, pour moi, ça peut sembler un peu sévère, mais ça m'étonne pas non plus qu'il y ait eu penalty sur cette action-là. Oui, s'il y a contact, de toute façon, voilà. vu la situation de jeu, il y a forcément penalty, c'est vrai, hein, malheureusement, et Marcin Bulka n'a pas réitéré ses exploits du Louis II, malheureusement. Ah, j'y ai cru pourtant. Voilà, c'est le moment où on espérait encore quelque chose de ce match, et puis non, malheureusement, on s'est fracassé sur le mur de la réalité très rapidement après. Je pense que voilà, vous n'en doutez pas, que ce soit nos auditeurs, nos auditrices ou vous, messieurs, on va aussi forcément prendre un petit moment pour parler du carton rouge de Jean-Claire Todibo, expulsé après une altercation, choisissons ce mot-là, avec Samuel Grand-Cyr. Alors bon, la violence n'a pas sa place sur les terrains de foot, blablabla. Voilà, je vais évacuer ce qui semble aussi évident, mais que je suis obligé de préciser quand même, pour qu'on puisse essayer d'avoir un débat un peu serein sur le sujet, messieurs. Le carton rouge de Jean-Claire Todibo, c'est évidemment une grosse perte sportive pour Lens, et très certainement pour plusieurs matchs après ça, hein. Un carton rouge direct, c'est minimum 2. Entre la situation et le fait que ce soit Jean-Claire Todibo et un joueur de l'OGC Nice, on imagine mal que ça s'arrête à 2 matchs. Je pense que ce sera plutôt 3, et je mettrais peut-être même une pièce sur plus. Mais voilà, qu'est-ce que vous pensez de cette action où, on le rappelle, ça fait suite à un contact extrêmement rugueux sur lequel je pense il a peur d'avoir très mal. Où Samuel mais il a mal. Voilà, il a mal, mais je pense que il a peur que le match s'arrête là pour lui sur cette semelle de Samuel Grand-Cyr. Déjà, je vais évacuer quelque chose. Hein, ça fait mal de le dire parce qu'on aime Jean-Claire. C'est parmi nos meilleurs joueurs, si ce n'est notre meilleur joueur depuis le début de la saison. Et on lui souhaite tout le meilleur chez nous et plus tard pour sa carrière. Mais il est coutumier du fait, par contre, de prendre des cartons où ça part un peu en live. Je me souviens contre
c'est Clermont l'année dernière. Et c'est le même type d'action. Un contact, il s'énerve, rouge. Donc, le problème, c'est que il pénalise. Bon, il pénalise pas son équipe à ce moment-là, mais il la pénalise pour les prochains matchs. Il se pénalise lui-même parce qu'en plus, comme il est coutumier du fait maintenant, enfin, il est récidiviste, pardon, dans ce type d'action-là, eh ben, il est dans l'œil de la commission, j'en suis presque sûr. Donc, il va prendre certainement au moins 2 matchs. Donc, allez, moi, je dirais entre 3 et 4 matchs. C'est pas impossible parce qu'il déclenche quand même une bagarre. Donc ça va être sanctionné. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est que je n'aime définitivement pas Samuel Grandsir. Je le dis. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Il s'était arrivé avec son équipe de 3. Il a été impliqué dans une bagarre avec Patrick Burner, il me semble. Donc définitivement, c'est un joueur que je n'aime pas. Je le dis. Son contact, il est dangereux parce que clairement, Jean-Claire Todibo se tient tout de suite la cheville en criant, en se disant, enfin en voyant, on voit qu'il a mal, hein, on voit que c'est compliqué pour lui. Il se relève. Je crois que la colère est montée très vite parce qu'il a eu très peur et que même malgré la douleur, je le sais, hein, enfin je le sais, je pense qu'on le sait tous. Dès que la colère laisse place à la peur, la douleur on la sent plus et tout de suite il a envie de lui arracher la tête. Donc c'est dommage que ça se finisse comme ça, mais clairement ton équipe mène 3-0, pourquoi tu fais ce geste-là ? Pourquoi tu fais ce geste-là ? Pourquoi tu prends le risque déjà de blesser un joueur et de déclencher quelque chose ? Parce qu'en plus, il n'a pas choisi le moins sanguin, quoi. Donc, des deux côtés, je comprends pas les réactions. Et définitivement, oui, ça nous pénalise. Et j'espère qu'il s'en tirera avec le moins de dégâts possible, Jean-Claire Todibo, déjà physiquement. Et puis après, par rapport à ces suspensions à venir. Jérémy, voilà, on regrette forcément sportivement la suspension. On comprend en tant qu'être humain, hein, tout simplement, que entre la douleur, la peur et peut-être un petit contexte avec le joueur aussi. On ne sait pas si c'est passé sur le contact précédent nécessairement. Voilà, on comprend la réaction. Enfin, on la comprend. On peut l'expliquer, en tout cas, la réaction humaine. Ah, mais je la comprends aussi, mais elle est pénalisante. Voilà, de Jean-Claire Todibo, mais ton avis, hein, je vais pas te prêter des propos que tu ne tiendras peut-être pas sur ce fait de jeu. Bon, déjà, je pense que oui, sur le contact, il y a une énorme faute qui est absolument pas nécessaire. Et tu as rappelé la fois où Samuel Grandsir avait eu cette altercation avec Patrick Burner. Il y avait eu aussi une fois, il me semble, avec Danilo en 2019, contre Strasbourg. Donc c'est vrai que c'est pas la première fois. Après, bon, il y a des joueurs qui font des fautes comme ça dans le championnat de France, ça arrive, hein, enfin dans le foot de manière générale, ça arrive malheureusement, parce que la faute est quand même assez énorme. Et bon, Jean-Claire Todibo, c'est quand même pas du genre à simuler, donc je pense il a vraiment eu mal sur l'action et c'est normal au vu de la faute. Par contre, moi, comme je l'ai dit hier soir, je suis absolument pas d'accord sur la réaction. Alors, c'est facile à dire, je sais, mais quand voilà, t'es mené 3-0 dans un match et que tu as un match dans 3 jours contre Lens qui va être très important, c'est pas le moment de réagir comme ça, malheureusement. Alors la réaction, je peux la comprendre parce que voilà, t'as mal. T'es en colère parce qu'en plus le match se passe pas du tout comme espéré. Donc la réaction, elle est humainement compréhensible, mais c'est pas la bonne à ce moment-là. Non mais tu ne dois pas réagir comme ça. De toute façon, essayer de coller une patate à un adversaire sur un terrain de foot, quel que soit le score et le sport, ce n'est jamais la bonne réaction. Voilà, exactement. Voilà. Je pense qu'il y a même pas de débat là-dessus. Après, je pense que même lui sait que la réaction n'est pas la bonne, hein, mais c'est sûr que des fois, quand les émotions prennent le dessus comme ça peut arriver. Après, voilà, c'est super pénalisant parce qu'on a déjà plein d'absents. En plus, bon, je pense que c'est Rosario du coup qui va jouer en défense centrale. Rosario pour jouer à tous les postes où il y a des absents. Voilà, parce qu'en plus on n'a pas Youssouf. On n'a pas Youssouf qui sera lui aussi suspendu parce qu'avec son carton jaune qu'il a reçu contre Reims, qui était largement évitable aussi. Donc voilà, moi je suis quand même un petit peu. C'est un peu dommage parce que déjà qu'hier le match se passait vraiment pas bien. En plus là, on est pénalisé pour les 3 ou 4 prochains matchs. Donc c'est quand même gênant. Je sais qu'au mercato, c'était peut-être prévu de recruter un défenseur central. On verra. J'espère que ce sera le cas parce que on se rend vite compte que
que quand Todibo n'est pas là ou quand Dante peut-être loupera un match ou deux, bon, on a les solutions Rosario et Youssouf, mais c'est quand même, ça aurait été mieux d'avoir un défenseur central de métier aussi. Donc voilà, c'est pénalisant et c'est quand même très dommage que ça arrive. Ça met un peu encore une petite cerise sur le gâteau qui n'était pas bon hier soir, quoi. C'était annoncé ça en plus. Hein. J'avais annoncé qu'on allait prendre un carton rouge en plus, pour finir la soirée. Je vais quand même essayer d'apporter un son de cloche un peu différent, hein, parce que bon, voilà, la perte sportive et moralement la réaction qui n'est pas voilà, qui n'est pas appropriée. Ça, je pense qu'il n'y a pas de là-dessus, il n'y a pas franchement de débat, que ce soit entre nous ou parmi les gens qui nous écoutent, mais par contre, les gars, en fait, oui, il doit soulever Samuel Grandsir, et il doit soulever Jérémy Pignard aussi avant de sortir, en fait, parce que c'est un match quand même où juste avant ton coéquipier sort sur blessure, alors il n'y a aucune sanction hein, contre le joueur non, le joueur havrais, hein, je crois qu'il doit y avoir faute, je sais même plus, mais en tout cas ni carton alors que le tacle est dégueulasse. Et là, je suis sûr que si Jean-Claire Todibo ne vient pas aux mains avec Samuel Grandsir, il n'est pas exclu. Je ne suis même pas sûr qu'il aurait été averti. Donc au bout d'un moment, c'est quand même un peu à la fois à l'arbitre de protéger un peu l'intégrité physique des acteurs, mais bon, l'arbitre a été en dessous de. Je pense qu'il y avait concours de qui était le plus nul entre l'OGC Nice et Jérémy Pignard hier soir, hein, très très clairement. Et on a été pire. Hein. Ouais, il n'a pas été bon. Voilà, je ne sais pas, mais en tout cas, enfin, je pense qu'il y a le contexte aussi, la blessure juste avant, où tu sens que c'est open bar pour les Havrais pour blesser des Niçois, et s'il n'y a pas la réaction de Jean-Claire Todibo, le Havre termine à 11, et bon, c'est assez étonnant, à défaut d'un meilleur terme, et puis moi, autant je regrette que dans les prochains matchs, on n'ait pas Jean-Claire Todibo, mais on peut pas passer des années à se dire qu'on a une équipe qui a pas de caractère, une équipe qui n'a pas de guerrier, célébrer l'équipe d'il y a 20 ans en disant ah oui, Cyril Roll, ça c'était un joueur, ça c'était un guerrier. Et en fait, je dis pas que vous le faites là dans cette émission, mais on a pu voir certaines réactions sur les réseaux sociaux hier, et fracasser un Jean-Claire Todibo qui a toujours été exemplaire, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain avec nous. Enfin, moi, mais c'est pour ça qu'on dit qu'on la comprend. Faut pas tout mélanger. Enfin, c'est pour ça qu'on dit qu'on la comprend. Pour moi, c'est pas une question de caractère. Là, c'est pas une question de caractère. Et pourtant, je suis le premier à avoir envie d'avoir des joueurs de caractère. Justement, l'équipe dont tu parles, Florent Balmont, Cyril Roll, ou Dave Ayrua, Traoré, j'ai grandi avec cette équipe-là et c'est mon équipe préférée. Mais c'est pas pour ça que avoir du caractère, c'est réagir comme ça. Ça n'a rien à voir. Pour moi, en tout cas, ça n'a rien à voir. Là, c'est juste que les émotions ont pris le dessus. Et c'est bien d'avoir du caractère, mais si ça te pénalise pour 3-4 matchs, en fait, ça sert strictement à rien. C'est pas du caractère que tu utilises à bon escient, en fait. Donc pour moi, c'est pas la même donnée, c'est pas la même chose. Mais avoir du caractère, pour moi, c'est pas juste réagir. Et quand tu dis oui, il aurait dû justement réagir. Enfin, il fallait réagir, oui, réagis. Mais fais une petite faute derrière pour montrer que t'es là. L'année dernière, justement, Monaco-Nice, quand Golovin, à un moment donné, a fait le malin le long de la ligne, Jean-Claire Todibo, il est arrivé, il a poussé dehors, il a regardé en mode, tu fais plus ça. Et justement, après, Golovin, dans le match, ne l'a plus fait. Mais il a pas fait une grosse faute. Il a juste montré qu'il était là, qu'il était présent. Et il lui a dit, tu nous fais pas ça, nous. Voilà, ça, c'est une réaction qui peut être, qui est caractérielle, mais qui est bien. Là, la réaction d'hier soir, c'est pas une question de caractère pour moi. On n'est pas en train de louer la réaction en disant on a envie d'avoir des gens qui se battent sur le terrain, même si bon, une fois que tu perds un match 3-0, au moins si t'as vu un peu de bagarre, ça a été divertissant. Mais ça c'est rugby normalement. Voilà, mais après moi je peux tout à fait comprendre que quand tu as des joueurs, quand tu as des cadres, des tauliers qui ont cet état d'esprit, cette volonté d'aller un peu au combat, et quand les choses tournent mal et quand en plus de ça tu n'es ni soutenu par l'arbitre et ni vraiment dans une bonne situation au niveau du score, que qu'il y ait ce trop plein du coup qui se transforme en quelque chose de négatif. Encore une fois, sur ce point-là, on est tous d'accord, mais je préfère à choisir. Hein, je sais que ça va peut-être sûrement contre l'intérêt sportif supérieur du gym, mais moi je préfère très clairement avoir ce genre de réaction qui va nous pénaliser quelques semaines, que d'avoir en fait une équipe qui n'a absolument pas de répondant. En fait, j'accepte volontiers qu'il y ait un moment dans la saison que
bah tu as 3-4 matchs sans Jean-Claire Todibo, si en fait ça veut dire que tout le reste de la saison, tu as Jean-Claire Todibo qu'on connaît. Après, est-ce qu'il va être capable de dépasser ça, de gommer ses défauts et d'être vraiment toujours dans on va dire dans la bonne limite? C'est autre chose et je lui souhaite pour la suite de sa carrière. Mais moi aujourd'hui à l'OGC Nice, je préfère nettement avoir vu ça que d'avoir vu un joueur qui reste par terre à chialer et des coéquipiers qui ne vont pas le soutenir et qui ne réagissent pas. Mais bon, après, là où de toute façon on ne peut que dire que tu as raison, Jérémy, c'est que par contre, bah, du coup, c'est inutile par rapport au scénario du match et ça va nous pénaliser forcément sportivement dans les prochaines semaines. Alric, je crois que je t'ai coupé, tu voulais ajouter dernière chose là-dessus? Non, mais en fait, c'était pour me situer un petit peu entre vous deux finalement. Moi, je la comprends cette réaction. Parce qu'en fait, vous savez quoi? J'aurais été sur le terrain, j'aurais fait pareil. Parce que je suis un caractère assez sanguin, je l'aurais démonté, je crois. Sachant en plus que c'est pas la première fois qu'il fait ça, Samuel Grandsir. Donc je l'aurais démonté, c'est sûr. Je suis pas footballeur et pas en mesure de le faire. Mais je comprends sa réaction. Après, je comprends aussi ce que dit Jérémy. Sportivement, et même Sky, tu le dis, sportivement, c'est pénalisant, ça ne sert à rien. Mais en fait, c'est tout simplement humain. Ça rappelle juste que les footballeurs sont des êtres humains et que quand les émotions prennent le dessus, à un moment donné, ça déborde. Donc, bien sûr, comme ils doivent être des modèles de respect, de perfection absolue parce qu'ils gagnent beaucoup d'argent, blablabla. On veut pas voir ça sur un terrain. Oui, mais en fait, on veut pas voir ça nulle part, en fait. Mais pourtant, dans la vie de tous les jours, dès qu'il se passe quelque chose, moi le premier, j'ai une voiture qui est mal garée sur un trottoir, je hurle et si je croise le mec, je l'insulte. Pourtant, il a rien fait, mais c'est comme ça que je réagis. Donc, je la comprends totalement sa réaction. Maintenant, voilà, sportivement, c'est pénalisant et j'espère juste une chose, c'est que on pourra passer l'orage assez rapidement. On va voir ce que la commission de discipline va décider aussi. Ça, voilà, je pense, ça aidera à affiner un peu disons l'impact de cette réaction regrettable et qu'on aimerait ne plus voir cette saison de la part de Jean-Claire Todibo et en premier lieu pour des raisons sportives. Je vous propose, messieurs, de terminer sur le débat que nos followers sur Instagram ont choisi. On leur avait demandé de savoir ce dont ils voulaient nous entendre parler, avec 60%, je crois, des votants. Le choix s'est porté sur l'inefficacité offensive qui, je pense, a été très bien illustrée hier en plus. Est-ce que c'est une raison tactique ou plutôt un manque de talent devant? Écoutez, c'est libre antenne là pour vous, messieurs. Bon, ça l'est toujours, hein, bien entendu, dans cette émission, mais là, c'est nos auditeurs qui nous demandent, qui attendent qu'on échange là-dessus. À votre avis, alors, je pense que la réponse c'est toujours un peu des deux, nécessairement. Mais pour vous, si vous devez vous positionner plutôt d'un côté ou de l'autre, c'est quoi? Est-ce que l'OGC Nice manque cruellement de talent devant, ou est-ce que les profils, les joueurs que l'on a aujourd'hui, ne se sont pas tout à fait faits au fariolisme, ou inversement, Francesco Farioli n'a pas encore trouvé la bonne formule avec les joueurs dont il dispose? Je vais laisser Jérémy répondre. Alors, pour moi, je vais pas être très original, mais il y a un peu des deux, parce que la première chose, c'est que tu joues dans un système où on a vu qu'on devait mettre Terem Moffi à droite pour un peu plus le voir et qu'il soit un peu plus présent dans le jeu. Alors ça, pour moi, c'était une solution qui pour l'instant a marché quand on l'a vu à ce poste-là. Mais c'est un premier problème parce que normalement, Terem Moffi, c'est un numéro 9, c'est un attaquant de pointe. Et pour moi, le fait que tu ne puisses pas le trouver comme il faut et que tu ne puisses pas utiliser son profil à bon escient, c'est un premier problème. Le second problème, c'était le fait de mettre Gaëtan Laborde à droite aussi, parce que tu joues qu'à une seule pointe. Ça aussi, c'était un problème. Donc je pense que tactiquement, déjà, il y a pas mal de soucis et il y a pas mal de choses aussi à revoir offensivement. Après, par contre, et là, je vais étendre ça à vraiment toute l'équipe, il y a un gros problème offensivement, je pense, de talent à la finition. Alors justement, quand tu as Terem Moffi et Gaëtan Laborde, c'est peut-être un sujet que je pense qu'on n'aurait pas dû aborder en fait, parce que c'est quand même deux attaquants qui ont montré que devant les buts, ils étaient quand même plutôt adroits. Mais le fait est qu'on a quand même énormément d'occasions, encore une fois hier, et on fait vraiment on fait n'importe quoi à chaque fois. Hier, c'est vrai que c'était plus Pablo Rosario qu'on a trouvé, alors c'est bien pour lui, mais je pense que
c'est peut-être plus inquiétant qu'autre chose que ce soit Pablo Rosario qui soit trouvé dans la surface. C'est quand même pas normal. On a trop peu. Nos attaquants déjà ne sont pas trouvés et comme je l'ai dit, de eux-mêmes ne se procurent pas assez d'occasions parce qu'on voit rarement Gaëtan Laborde, même Evan Guessant, faire un tir en fait tout simplement. Ils amènent toujours une action, mais ils n'arrivent pas à se créer eux-mêmes l'action et à aller au bout et à vraiment se créer l'occasion. Et voilà, je pense que c'est un peu des deux. Je pense que voilà, on a ce problème un peu tactique de trouver la bonne formule devant avec les joueurs à leur poste. On bricole un peu justement avec Gaëtan Laborde à droite, puis Terem Moffi. Guessant hier, on savait pas trop s'il allait débuter dans l'axe à droite. On n'a que Jérémy Boga comme certitude à gauche, et je pense que c'est un problème. Et après, cette finition devant les buts, alors il y a la finition et aussi le fait de se créer des occasions où il faut vraiment que individuellement nos joueurs offensifs progressent, mais qu'aussi collectivement on progresse. Ça, c'est une certitude. Alric, est-ce que selon toi, en fait, on ne sert pas bien? En tout cas, on met pas dans les meilleures dispositions, que ce soit déjà sur le terrain par les choix tactiques, mais après, ce qui en découle, Jérémy le disait, au final, très peu de tirs trouvés par nos attaquants, pas toujours dans des positions non plus ultra favorables où ça doit faire but, même si quand ça se présente, on trouve toujours le moyen de se rater quand même. Mais sur un match comme hier, on a cité les statistiques, 13 tirs, 6 cadrés. J'ai pas souvenir non plus d'une avalanche vraiment d'occasions franches de ce on se dit là ça devrait faire but. C'est peut-être une ou deux sur la rencontre. Donc est-ce qu'au final on ne met pas nos joueurs offensifs et voilà, comptons large et pas seulement Gaëtan Laborde, Evan Guessant et Terem Moffi qui se sont relayés ces dernières semaines à la pointe de l'attaque de l'OGC Nice, mais globalement on a l'impression que quand tu arrives dans les 30 derniers mètres, les joueurs ne sont jamais dans la position idéale pour marquer, et du coup déjà ça les met dans une certaine difficulté. Après le manque de confiance, de réussite peut-être pour certains fait le reste. Totalement, parce qu'en fait, moi je pense, pour ce qui est la question du schéma, de la tactique, tout ça, moi je pense que au-delà de la tactique, de ce que tu fais sur ton papier, sur ton tableau, il y a toute l'animation sur le terrain. Il y a quelques joueurs, j'avais entendu un joueur qui avait dit, peu importe ce que dit pas l'OGC Nice, dans un autre match, peu importe ce que nous dit le coach, au final c'est nous sur le terrain qui faisons ce qu'il faut faire pour marquer des buts. Si les mecs sont incapables de se déplacer, si les mecs sont incapables d'enchaîner plus de 2 passes dans la moitié de terrain adverse, arrivent pas à trouver leur attaquant dans la surface de réparation, parce qu'en fait c'est notre gros problème de talent. C'est parce que dans les 20 derniers mètres, il y a toujours un problème de choix. On ne sait pas quoi faire avec le ballon. On ne sait pas s'il faut faire une passe, on ne sait pas s'il faut tirer, on ne sait pas s'il faut temporiser, s'il faut jouer vite, on ne sait pas faire. Donc moi je pense qu'il y a un problème de talent. Tactiquement, on a vu que l'équipe elle était rodée, elle pouvait faire de très très bonnes choses, tant avec le ballon que sans le ballon, mais on constate depuis le début de la saison que c'est le même point à chaque fois qui pêche, c'est la dernière passe et la finition. Donc moi je pense qu'il y a un problème de talent dans cette équipe. Parce qu'on n'a pas les joueurs pour servir correctement nos attaquants, ce qui fait qu'ils sont trop peu habitués à se retrouver devant le but, et donc quand ils sont devant le but, ils tergiversent et ils marquent pas. J'ai pas entendu. C'est la panique quand ils se retrouvent devant, c'est la devant panique, le but. On dirait qu'ils ont les fils qui se touchent. Ah mon dieu, je marque un but. Bah oui, c'est le but du jeu, donc vas-y, fais-le. Mais non, en fait, je pense qu'il y a un problème de talent. Moi, je prends le parti de dire ça. J'en veux pour preuve le fait que Evan Guessant, c'était notre numéro 9 hier, donc il est censé se retrouver dans l'axe. D'accord, sauf que le garçon était jamais dans l'axe. Il était tout le temps en train de décrocher sur un côté ou sur l'autre et à porter le ballon. Ok, mais ça veut dire que les joueurs autour de toi, ils servent à quoi? À rien, très bien. Et la seule occasion, en fait, il a eu une occasion et plusieurs situations. Mais la seule occasion qu'il a, c'est une espèce de frappe. On ne sait pas si c'est un centre, une frappe en angle ultra fermé. Comment tu veux qu'elle rentre, cette frappe-là? Comment tu veux qu'elle rentre? C'est pas la même occasion que contre Reims où il a l'angle un peu ouvert et, manque de chance, ça finit à côté. Là, il y a trop de mauvais choix, mais surtout parce qu'il n'y a pas de présence. Et comme je le disais en début d'émission par rapport à Tom Louchet, le but que tu mets, certes, c'est un but de raccro, il est moche, il sert à rien, mais par contre, c'est la seule action où tu as 3 joueurs dans la surface, dont 2 sur la même ligne, mais postés sur chacun des poteaux. Donc, tu as de la présence.
Et nous, on n'a jamais de présence. Alors oui, le problème, c'est qu'on n'a jamais de présence parce que nos latéraux et nos ailiers ne savent pas centrer. Ça, c'est vrai. Je reviendrai sur des propos que m'avait dit Louisa l'année dernière dans Cop Aiglon. Il nous avait dit, si vos ailiers ou vos latéraux prennent pas l'habitude de centrer, en fait, les attaquants ne seront jamais placés correctement. C'est vrai. Mais le problème, c'est que c'est un cercle vicieux. C'est-à-dire que quand il y a un centre correct, il n'y a jamais personne qui se dit, tiens, le ballon, peut-être, il va passer. Donc, il faudrait que je me place. Donc, moi, je pense qu'il y a un problème de talent, vraiment. Parce qu'on peut dire Laborde, Mofima, mais c'est pas des joueurs qui ont fait des saisons exceptionnelles à 20, 25 buts. C'est des joueurs qui, Laborde qui a l'habitude d'avoir sa douzaine de buts. Mofi, c'est une saison sur deux en général. Donc, je pense qu'il y a un vrai problème de talent dans cette équipe. Un problème de talent peut-être à régler au mercato d'hiver. On sait, c'était notamment dans un récent article de Nice Matin, que l'OGC Nice, en tout cas le board, ne sait toujours pas vraiment si on va disposer d'une enveloppe ou pas. Bon bah super pour anticiper, pour travailler. On va essayer de faire confiance à Florent Ghisolfi pour essayer de nous dénicher les profils idoines. On parle notamment d'un attaquant polyvalent qui pourrait jouer à tous les postes de l'attaque, ce qui serait, je pense, nécessaire pendant la CAN, où on risque notamment de perdre Jérémy Boga et Terem Mofi, et puis voilà, potentiellement un défenseur central, on le disait un peu plus tôt dans l'émission, et un profil un peu plus créatif au milieu de terrain. Ce serait peut-être aussi bien, même si ce n'est pas évoqué. On sait que la question du latéral droit va forcément se poser selon l'avenir de Youssef Attal à l'OGC Nice, et voilà. Donc peut-être essayer d'avoir des joueurs qui savent centrer. Ça serait un bon début, même si ce n'est pas nécessairement ce qui a fait voilà, le succès de l'OGC Nice sur ce début de saison, parce que bon, voilà, rappelons-le, l'OGC Nice est malgré tout toujours deuxième du classement, hein. L'émission était forcément pas très joyeuse, parce que lendemain de lourdes défaites et de prestations infâmes des Aiglons, mais voilà, toujours bien calé à la deuxième place, l'OGC Nice avec 32 points, ce qui est quand même encore une fois historique et assez exceptionnel pour notre club à ce stade-là de la saison. On espère quand même une réaction face à Lens, histoire de ne pas passer les fêtes avec une vraie gueule de bois. Ce serait dommage de rester sur une note amère pour une phase allée qui jusque-là a été quasiment totalement réussie. Mais effectivement, pour la suite de la saison, je pense que voilà, le mercato d'hiver sera un bon témoignage des ambitions du club, du board, du propriétaire quant à notre capacité d'aller chercher le podium en fin de saison. Messieurs, merci beaucoup de m'avoir accompagné. On se retrouve pour le dernier débrief de l'année jeudi prochain, du coup après le match de mercredi face à Lens. L'occasion pour moi, messieurs, de vous souhaiter une bonne fin d'année, de bonnes fêtes, puisque vous ne serez probablement pas là jeudi pour la prochaine émission. Et puis on se retrouve très vite de toute façon pour parler de l'OGC Nice. Il va y avoir la trêve, le mercato, plein de choses, et forcément une fin de saison que l'on espère haletante. D'ici là, portez-vous bien, et Issa Nissa. Issa Nissa. Issa Nissa.